Bonjour, nous sommes au coin des rues Warden et Eglinton à Scarborough, à l'est de Toronto. Après plusieurs années de recherche et d'entrevues, l'historienne et auteure Barbara Dickson nous révèle un des secrets les mieux gardés de la Deuxième Guerre mondiale: l'existence d'une géante usine de munitions. En tout, 17 000 femmes et 4 000 hommes, dont plusieurs francophones, y ont quotidiennement manipulé des explosifs au risque de leur vie. 21 bâtiments ont occupé 350 acres de terrain connectés par des galeries et des tunnels. La Société d'histoire de Toronto nous propose une visite des lieux, notamment de certains bâtiments encore existants. On dit même qu'il y aurait encore un tunnel. Suivez le guide. Avant cela, j'ai demandé à l'auteure Barbara Dickson comment elle avait découvert cette usine à munitions. D'un événement pour les femmes à mon église. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait plus de 4 km de tunnels sous notre ville. Je ne les ai pas crus, car s'il y avait en effet plus de 4 km de tunnels, je l'aurais su et j'y serais sûrement allé. Daniel Caloz de la Société d'histoire de Toronto nous explique qui travaillait dans cette usine. C'est ce qui est absolument extraordinaire. On ne le savait pas à Toronto, mais il y a eu jusqu'à 21 000 femmes qui ont travaillé ici à Gico, à Scarborough. Et il y avait aussi, on disait qu'il y avait un homme pour 10 femmes. Donc il y a aussi des hommes qui ont travaillé, qui n'avaient pas été déclarés aptes pour la guerre. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle remplissait les petits détonateurs qui font partir les missiles, les bombes, enfin tout ce qui doit exploser. Et elles faisaient ça, elles ont fait ça pendant 4 ans. La munition, elle a été comme préparée en 1940. En février 1941, ils ont jeté les premières pelletées de terre dans la neige. Et elle était opérative en juillet 1941 et ça a duré jusqu'en 1945. Parce qu'évidemment, jusqu'à ce que la guerre soit finie, on ne sait pas qu'elle est finie. Il y avait quelques hommes, mais au début, il y en avait plus. Et à la fin, il y avait presque que des femmes. C'est elles qui faisaient... Au début, ils étaient chauffeurs, des choses de ce genre. À la fin, c'était tous les femmes qui faisaient parce qu'il y en avait de moins en moins. Et il y avait des francophones, oui, mais il y avait surtout beaucoup d'anglophones aussi, bien sûr. En l'entretien d'embauche, ils étaient très stricts. Il fallait que ce soit des gens qui soient citoyens, parce qu'on se méfiait toujours de la cinquième colonne. Même marcher, on ne pouvait pas traîner les pieds parce que sinon, ça risquait de faire de l'électricité statique. Tous les gestes, si elle passait un détonateur à une autre personne, elle devait d'abord le poser, l'autre personne devait le prendre. Tout était pensé de façon à ce qu'il n'y ait pas d'explosion et il n'y en a pas eu. Il y a eu de toutes petites, mais très, très peu. Non, c'est assez drôle parce qu'il y avait ce qu'ils appelaient le dirty side et le clean side. Le dirty side, c'était tout simplement là où les femmes arrivaient. Elles devaient tout arriver par la même porte. Elles allaient dans des salles pour se changer où elles devaient tout enlever, même les pinces à cheveux, même à ce moment-là, on fumait beaucoup, les allumettes, tout. Et elles mettaient des uniformes qui avaient été conçus pour la chose, qui étaient en coton, avec des souliers conçus, avec des foulards qui étaient plutôt des turbans, parce que les cheveux, apparemment, ça développait aussi de l'électricité, puis ça prenait le tétryl, qui était une des poudres explosives. Et alors ça, c'était le dirty side. Le dirty side, c'était aussi le côté sale, c'était où il y avait la cafétéria. Après, elle sautait littéralement par-dessus un banc. Elle disait « all clear » et elle passait où elles appelaient le clean side, où là, il y avait 2 espèces de tunnels, si on veut. Le premier qui allait dans tous les petits endroits où on remplissait de poudre à canon, qui était moins dangereux, et l'autre côté où on remplissait justement les fusées avec du tétryl, qui était très explosif, et où les femmes devaient se doucher avant de sortir, même pour aller manger à midi. Mais il y a eu de petites explosions. D'ailleurs, on raconte dans le livre qu'il y en a une. Et là, il y a 25 femmes qui ont quitté immédiatement. Donc, elles voulaient bien faire l'effort de guerre. Elles faisaient de gros efforts pour maintenir leur courage et tout, mais elles avaient quand même. Il y en a eu énormément au Canada, il y en a eu énormément à Toronto. À côté de Scarborough, il y en avait une où ils fabriquaient justement les enveloppes elles-mêmes.
Et par exemple, moi j'habite à Wellesley Bay et au coin sud-ouest, il y avait une grande manufacture de munitions que j'ai encore vue, on l'a démolie. Il y en avait partout. L'effort de guerre canadien a été en soldats, mais il a été aussi évidemment en fabrique de guerre. On a fabriqué des avions, on a fabriqué des bateaux sur Spadina, à Dufferin, on a fabriqué des uniformes, des parachutes, on a fabriqué n'importe quoi et c'était envoyé en Europe. Et bien voilà, la visite est terminée. Donc si vous repassez près du coin de Eglinton et Warden, je suis sûr que vous regarderez ce château d'eau qui est situé derrière moi et tous ces bâtiments d'un œil différent et pensez à ces hommes et femmes qui ont fabriqué donc des munitions pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était Xavier Lambert, Choc FM 105.1.